Bon, alors je devrais pas le dire par rapport aux autres écrivains qui sont invités à Saint-Maur, mais c'est deux de mes chouchous qui sont là. J'ai adoré, j'essaye de... Pas de les défendre parce qu'ils n'ont pas besoin d'être défendus. Hein. C'est des gens qui ont plein de talent, qui sont connus par rapport à d'autres écrivains qui sont ici, ils sont déjà très connus. Mais c'est deux personnes qui allient à la fois le style, ce qui est quand même très rare parce que souvent on a des écrivains qui disent des choses intéressantes mais pas forcément bien. Et puis eux, ils allient le style et puis le contenu. C'est-à-dire que quand vous ressortez de la lecture de leurs bouquins, vous avez découvert des mondes différents, vous avez découvert des personnages différents, voilà, vous en ressortez un peu plus riche que vous y êtes entré, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est pas comme le dernier bouquin de Raphaël. Bon, enfin, on va passer, c'est une de mes têtes de turc. Alors, Paul, on va commencer par vous, hein, parce que moi, je vous ai découvert vraiment avec La Princesse effacée. La dame, elle s'appelle Alexandra de Broca. Et La Princesse effacée, c'est vraiment un personnage. Vous pouvez me dire qui, parce que je pense que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent là ne savent pas qui est La Princesse effacée. Bonjour. La Princesse effacée, c'est la fille de Louis XVI. C'est la seule survivante au moment de la Révolution et quand ils ont été emprisonnés au Temple. Et on l'appelait aussi Mousseline. Et sa caractéristique, c'est quoi? Enfin, comment vous c'est quoi la force de caractère, Oui, une force de caractère, parce que quand on passe 3 ans en prison, quand on est une adolescente, si on s'en sort, on a du caractère. Et elle va juste toute sa vie porter cette charge qui est d'être la seule survivante, et elle va toute sa vie essayer de faire vivre sa famille, alors qu'en fait, elle aurait préféré mourir avec eux sur l'échafaud. Oui, en plus, vous découvrez vraiment une femme. C'est-à-dire, hein, derrière la princesse, c'est vraiment la femme, hein, qu'on décrit. C'est-à-dire, elle a plus envie de vivre, mais en même temps, je trouve qu'elle est très digne. Elle est très, parce qu'avec ce qui lui arrive, quand même, voir son père guillotiné, sa mère guillotinée, vivre ça en adolescence dans des conditions absolument abominables, avec des gens pas très sympathiques, hein, même des barbares, on peut dire. Et vous retirez un peu ce côté-là pour nous faire découvrir la personne en tant que personne, quoi. Dans mes 3 livres qui traitent de la même période, j'essaye de montrer des personnages qui sont sortis des grilles du palais. C'est-à-dire qu'elles ont un statut de princesse, de fille de roi, de sœur de roi, mais ce sont des êtres humains, ce sont des orphelines, ce sont des adolescentes, elles ont un cœur, elles ont une âme, elles ont souvent la foi, mais derrière, elles doutent, elles vivent, elles existent. Oui, je crois que... Alors là, on est en train de réparer une injustice parce que jusque-là, l'histoire était écrite déjà par des hommes, c'est déjà important. Et en plus, c'était écrit par des historiens de la 3e et de la 4e République. Donc, par définition, un historien de la 3e et de la 4e République, ils n'avaient pas l'aristocratie, ils n'avaient pas toute cette période. Donc, les gentils, c'était forcément les gardiens du temple. Les méchants, c'était la princesse, le roi et tout. Donc, on avait même... Il n'y a pas longtemps, hein, il n'y a pas très longtemps qu'on remet les choses au point, parce que moi, je me rappelle à l'école, c'était toujours ça. C'est-à-dire, il y avait les méchants royalistes et puis les gentils révolutionnaires. Bon, ils avaient peut-être fait une petite faute en guillotinant quelques têtes, mais c'était pas des gentils, donc c'était la justice, quoi. Et bon, et cette dame, elle fait partie de ce courant qui qui redonne de la vérité à l'histoire et du sens à l'histoire française. Et je trouve que c'est hyper important. Et puis en plus, elle remet vis-à-vis des femmes. C'est-à-dire que non seulement elle remet à niveau l'histoire de France, mais elle remet à niveau aussi l'histoire des femmes. C'est-à-dire qu'elle nous fait découvrir le courage, la dignité. Je ne dis pas que toutes les femmes sont courageuses et dignes. Hein. J'en connais qui ne sont pas courageuses, qui ne sont pas dignes. Mais je ne devrais pas le dire. Mais mais elle nous fait redécouvrir les caractéristiques de ces femmes. Et je trouve que c'est des livres très, très, très importants à ce niveau-là. À côté, vous avez Monsieur Paul Vaca. Alors, Paul Vaca, j'adore parce qu'il avait fait un roman, oui, qui était petit au niveau de l'épaisseur, qui m'avait beaucoup touché, qui s'appelait La petite cloche au son grêle. Et qui existe en livre de poche, alors allez-y, c'est une merveille. En plus, il parlait de Marcel Proust, donc, et d'une manière... Vous pouvez me raconter un peu l'histoire ? Oui, c'est l'histoire de la découverte d'un enfant qui fantasme sur une femme, hein, dans son village, qui
Et un jour, il se trouve qu'elle laisse un livre qu'elle était en train de lire. Il se met à pleuvoir et elle laisse un livre. Et ce livre-là, c'est du côté de chez Swann de Proust. Le problème, c'est que ce gamin, lui, il lit pas, il sait pas écrire, il est pas bon, c'est pas un bon élève. Mais il va y avoir une sorte de quiproquo heureux qui va se passer avec sa mère, finalement, qui, elle, va croire que son fils lit vraiment Proust, alors que lui, il est plutôt à la recherche de son parfum et puis de savoir un peu le secret, percer le secret de la femme à travers ses lectures. Parce que c'est comme quand on rentre dans un livre de quelqu'un, on se dit, tiens, qu'est-ce qui a pu l'intéresser? Donc voilà, c'est à partir de là que ça va se développer. Et c'est vraiment un livre tout public parce que, alors c'est sublime parce que c'est un magnifique livre. Hein, c'est tout en délicatesse, en finesse. Ça va vous raconter des souvenirs parce qu'en tant que on a tous un peu ce genre de souvenirs. La femme fantasmée qu'on essaye de découvrir. En plus, c'est souvent que des quiproquos, donc on l'aime pour pas ce qu'elle est et ainsi de suite. C'est un très très joli livre. C'est vraiment allez-y parce que en plus si vous aimez pas Proust, c'est pas grave parce que il va vous le faire aimer. En plus, je suis sûr la curiosité va vouloir faire lire Proust et c'est le style est absolument une pure merveille. C'est comme une chanson. Il a délicatesse. Vous pouvez la lire à haute voix. C'est très, très. Enfin, moi, c'est un des livres les plus subtils que j'ai lus. Et je trouve qu'il a un sacré talent. Et alors, il a un autre talent. C'est que j'adore ça aussi. C'est qu'il passe de ce genre de petits livres, tout en délicatesse, en finesse, qui parlent de vous, à Au jour le jour de Paul Vaca. Et ça commence à m'énerver royal. C'est chez Belfond. C'est un livre, à mon avis, c'est le livre de l'été si vous cherchez un livre pour passer un hyper bon moment intelligemment et vous détendre intelligemment. Alors, dans Au jour le jour, il va vous faire découvrir un auteur qui s'appelle Eugène Sue et qui a écrit Les mystères de Paris. Et il va vous raconter l'histoire des mystères de Paris, mais surtout, il va vous raconter Paris d'une autre manière. Il va vous faire découvrir un personnage incroyable. Pour moi, Eugène Sue, c'était un vieux truc. Enfin, franchement, Eugène Sue, c'était pour mon arrière-grand-mère et j'aurais jamais... Ou alors... un film avec Jean Marais en noir et blanc il y a très longtemps, qui mal tourné, pas très bien joué et tout. Et là, vous allez découvrir une période incroyable. C'est quoi cette période? Qu'est-ce que C'est la période 1842, c'est donc la Restauration, c'est avant 1848, mais c'est l'époque effectivement de la Restauration royaliste. Et puis ce Eugène Sue, en fait, lui, c'est un jeune dandy, quoi. C'est un dandy qui pense qu'à faire la fête, qui a beaucoup d'argent et qui est une sorte de jouisseur, en fait, au jour le jour, du coup. C'était un peu ça aussi l'idée, c'est qu'il vit au jour le jour et puis il va commencer à découvrir le roman feuilleton en fait. Oui, et puis il vient surtout, vous allez nous décrire là aussi comment il va écrire Les mystères de Paris, et vous allez nous découvrir aussi les bas-fonds de Paris, enfin tout ce qu'on cache, toute la pauvreté. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, lui, venant des quartiers riches, à un moment donné, il écrit des feuilletons avec pas mal de succès d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, il se dit, il a une baisse de régime et quelqu'un lui dit, mais si tu allais voir les bas-fonds de Paris. Mais les bas-fonds, c'est à quelques encablures. C'est-à-dire que c'est comme si c'était à la sortie de Saint-Maur, quoi. C'est tout près, mais il ne connaissait pas. Et du coup, il y va déguisé. Alors ça, c'est vrai, c'est des choses qui sont réelles. C'est que Eugène Sue s'est déguisé en ouvrier peintre pour infiltrer les bas-fonds de Paris et voir toute la pègre. En fait, c'était la pègre, la pauvreté. Et c'est de là que sont nés Les mystères de Paris, qui au début sur un quiproquo, puis c'est devenu une flambée extraordinaire. C'est un peu de la télé-réalité historique, c'est-à-dire qu'au jour le jour, il va voir les personnages et il les retraduit dans ses feuilletons. Tout à fait. Et les gens vont découvrir, il va être un peu à la base de la révolution de 48, parce que les gens vont découvrir que la pauvreté il n'y a existe, pas que la crinoline et tout ça. Exactement. Et ça donne une conscience de classe à des gens qui eux-mêmes, d'ailleurs, l'étonnement, c'est que c'est d'abord les classes populaires qui pourtant n'étaient pas bien décrites dans le début du livre, qui vont découvrir il y en a d'autres qui existent comme ça, et ils se sont pas sentis vexés. Au contraire, ils ont dit, pour une fois, on dit la vérité, et il y a eu une certaine empathie. Et donc, ce que je décris aussi, c'est comment il a été converti par son propre livre, en fait. C'est-à-dire, c'est l'écriture au jour le jour du livre qui le convertit à la cause du peuple, alors qu'au début, il s'en foutait complètement. Et alors attention, c'est pas un livre à thèse, c'est-à-dire que c'est un vrai écrivain qui est intelligent et qui sait faire son métier. C'est-à-dire, c'est d'abord, on peut le lire comme un livre d'aventure. C'est plein de rebondissements. Une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Vous êtes en plein dans Paris. Il y a plein de personnages. Ça vous donne envie, en plus, de lire plein de choses différentes. Enfin, pour moi, ça devrait être le succès du siècle. Et ce qui m'énerve, c'est qu'on en parle relativement. Bon, on en parle, mais voilà, c'est une des injustices. Mais heureusement que vous en parlez. Oui, mais je trouve qu'à Saint-Maur, c'est là, si on veut servir à quelque chose, il faut que tous ceux qui nous écoutent, qui sont à Saint-Maur, aillent voir ce monsieur, regardent ce livre, le lisent, parce que c'est vraiment de pures merveilles qu'on a là. Alexandra de Broca, alors La princesse effacée, c'était une femme. Et on continue dans... C'était qui parce qu'elle
elle est quand même la sœur du roi. Elle fait des choses qui sont pas forcément dans la tradition et pas très dans l'époque quand même. Elle va aimer quelqu'un, mais pas forcément la bonne personne, socialement et d'un point de vue des conventions. Bah, quand on est sœur du roi, on est censé épouser un prince de son rang et de son sang. Sauf qu'à cette époque-là, on est dans les années 1780, 1775, et ben, il n'y a pas beaucoup de princes disponibles. Parce que ou ils sont protestants, ou ils sont déjà mariés, ou ils sont des princes ennemis, parce qu'on est en guerre tout de même avec la moitié de l'Europe. Résultat des courses, eh bien, elle va être célibataire, et comme elle n'a pas du tout envie d'être religieuse, et qu'elle a un cerveau exceptionnel, elle va se plonger dans les sciences, dans le progrès, et dans tout ce qui bouillonne à ce moment, à quelques encablures de la Révolution. Et c'est une femme, par exemple, qui s'est spécialisée dans les logarithmes. Incroyable, voilà. Ouais. Donc, incroyable, ouais. Bon. Il y a déjà l'intérêt du livre, c'est-à-dire que qui savait que une femme princesse de cette époque s'intéressait au logarithme alors qu'elle s'était censée... Ah non, mais pas du tout. Quand elle rencontre Franklin, elle discute avec lui, elle comprend parfaitement comment est-ce qu'il a découvert le paratonnerre. Elle lit toutes les académies des sciences qui font des rapports, elle en fait des synthèses qu'elle donne à son frère qui lui aussi est un passionné de sciences, parce que là aussi un jour on va arrêter de raconter que Louis XVI était un gros benet passionné d'horlogerie et c'est tout. C'était un homme qui avait un esprit très 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 curieux et qui savait parfaitement ce qui se passait. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une époque incroyable où tout est possible. On commence à voler dans les airs avec la montgolfière. On commence à vacciner avec les premières vaccinations qui marchent sur la variole ou la petite vérole. Ça marche. On traverse l'Atlantique et on va aider un pays à créer une république. Incroyable. Donc on est dans le progrès, dans l'espoir pour plein de choses. On découvre l'électricité, on découvre l'oxygène avec Lavoisier. Enfin, ça bouillonne. Alors évidemment, la Révolution va un peu stopper ça. Mais elle, comme elle n'a pas envie de s'occuper de robes et de broderie, elle est au cœur de ça, dans son petit château à côté de Versailles. Et c'est un personnage incroyable. Et vous l'avez découvert comment ? Alors je l'ai découvert, je vais vous dire comment, dans le premier livre dont vous avez parlé, quand elle est en prison avec sa nièce, elle écrit une lettre extraordinaire à sa nièce en lui disant « Si, par hasard, vous vous retrouvez seul, voilà ce que vous devez faire ». Et elle lui donne les instructions pour survivre en prison. Et cette femme qui sort de Versailles lui dit « Tu fais ton lit tous les jours, tu fais de la gymnastique, tu apprends les fables de La Fontaine tous les jours par cœur et tu te les répètes pour que surtout ton cerveau ne se ramollisse pas. » Et j'ai trouvé, en lisant cette lettre, je me suis dit « Mais qui est cette femme derrière ? Certes, elle est très croyante, mais qui est-elle pour avoir des idées comme ça sur la survie en prison ?» Et du coup, je suis rentrée dans... Ben voilà, alors là, on me fait des grands signes, j'ai plus de temps, ce qui, bon, c'est pas bien. Je peux vous encourager, franchement, si ça fait partie, si j'avais 10 livres à emmener ou 5 pendant mes vacances, ces deux-là me feraient partie de mes livres parce qu'ils allient le côté détente, le côté plaisir, le côté intelligent, le côté documenté. Puis si vous êtes une femme, bah, je trouve que ça vous donne des sacrés arguments par rapport aux imbéciles d'hommes souvent qui donnent des arguments un peu stupides sur la condition des femmes et sur leur histoire. Et cette dame, elle réécrit à la fois l'histoire de l'aristocratie politique française et l'histoire des femmes, parce que comme l'histoire est écrite par les hommes, souvent c'est eux qui ont le beau rôle et les femmes, elles sont toujours derrière au service. Vous voyez, c'est eux nous on a tout inventé, elles sont voilà, voilà. Et le monsieur là, il va vous faire découvrir aussi le milieu du 19e qui est absolument extraordinaire. Et puis dans son petit livre, vous allez vraiment, c'est comme une chanson, je ne sais pas de qui, c'est comme un morceau de musique, et c'est d'une délicatesse, c'est comme une broderie, puis vous écoutez ça, puis vous ne lassez pas, et puis vous ne l'oubliez pas, et puis voilà, puis c'est des livres qu'on n'oublie pas. Donc je vous en supplie, il faut absolument que vous alliez les voir, vous leur parler, en plus si vous avez vu, ils ont plein de choses intéressantes à vous dire, donc non seulement vous allez pouvoir leur parler, puis vous leur posez des questions, et vous aurez un cours gratuit, donc c'est super sympa. À bientôt, merci beaucoup. Merci. Merci Gérard.